Voilà, bonjour à tous. Je suis d'abord très contente de retrouver pas mal de collègues, voilà, de collaborateurs connus hein, lors de cette matinée. Alors, moi, je n'ai pas pu dire mon mot-clé par rapport voilà, au télétravail. J'ai entendu tous les mots qui ont été cités. Moi, je vais peut-être plus insister ce matin, vous allez le voir, encadrant un peu les résultats de notre enquête, plutôt sur la régulation collective dans les équipes. Donc ça, c'était mes mots-clés. On ne me les a pas demandés, mais je trouve intéressant de les partager avec vous. Alors, donc, certains ont répondu, je pense, à notre enquête. Elle a été diffusée, voilà. Elle a été diffusée début avril jusqu'au début mai. Donc, on a proposé une enquête sur le pour les télétravailleurs contraints. Donc, on a fait cette enquête un peu aussi dans l'urgence. Voilà, on est passé par le comité d'éthique. Donc, on a eu une collaboration d'équipe assez positive, notamment avec Audrey Babic, avec Céline Leclerc et Florence Miss, qui est avec nous aujourd'hui, nous a rejoint pour l'analyse des données. Donc, tout ça un peu dans l'urgence, parmi les autres tâches qu'on essaye de faire au quotidien. Et donc, on a commencé à analyser les résultats. Ce que je propose de partager avec vous aujourd'hui, c'est quelques indicateurs de bien-être en fait, et de performance. Vous n'aurez pas l'ensemble des résultats, mais dans la presse ces dernières semaines, on entend un peu de tout. Hein. Le télétravail, par certains, va entraîner du stress, entraîner un certain mal-être. Et dans d'autres cas, on entend certaines enquêtes et un peu la littérature grise dire que finalement c'est très positif, etc. Donc voilà, nous on a utilisé des indicateurs validés. Je vais vous montrer quelques slides à ce sujet. Et puis alors je voulais partager avec vous, parce que le sujet nous concerne vraiment, l'analyse des situations problématiques qui ont été citées en fait par les répondants. Donc les situations problématiques liées au télétravail contraint. Alors, juste pour info, je ne vais pas vraiment beaucoup détailler, mais globalement, il faut savoir que sur les 500 protocoles complets hein, des répondants qu'on a obtenus, il faut savoir quand même qu'on a une population surtout d'employés, plutôt fonctionnaires, cadres. Donc, on a quand même des personnes qui sont souvent statutaires, en CDI. Les 3/4 sont à temps plein, d'accord. La plupart ont gardé les mêmes revenus, voire des revenus supérieurs. Donc, c'est important de savoir qu'on a une population qui est plutôt, j'ai envie de dire, privilégiée par rapport à leurs conditions de travail. Alors, aussi, d'autres informations intéressantes, c'est que 77% habitent une maison avec jardin. On sait que le confinement a pu être difficile pour des personnes qui vivaient dans des appartements sans terrasse. Donc, ici, on a une majorité de personnes qui ont une maison avec un jardin. 73% vivent en couple et plus ou moins 20% sont seuls. Ça, c'est une donnée intéressante aussi. Alors, pour 37%, le conjoint est en télétravail aussi, 18% en arrêt, 16% sur son lieu de travail et 9% ne travaillent pas. Alors, 32% d'échantillons n'a pas d'enfants. On sait que ça a été compliqué, la conciliation pour les personnes dont les enfants étaient en bas âge. Donc, 50% de notre échantillon a 1 ou 2 enfants. Donc, l'âge du plus jeune enfant est quand même de plus de 13 ans pour 27%, entre 7 et 12 ans pour 17% et moins de 7 ans pour 21%. Donc, là, on a une représentativité un peu des âges du plus jeune enfant dans la famille. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ceux qui ont répondu, il y en avait plus ou moins 1 sur 2 qui connaissaient qu'il y avait la possibilité de télétravailler en temps normal, hein, souvent 1 jour ou 2 par semaine. Ça veut dire qu'ils étaient plutôt dans des systèmes hybrides hein, où il y avait une partie de télétravail. 72% estiment que leur activité professionnelle est totalement adaptée au télétravail et 26% partiellement. Et il faut savoir que plus ou moins 6 sur 10 avaient une pièce isolée pour le télétravail. Alors 14% ont déclaré avoir été victimes de symptômes reconnus comme étant liés au Covid. Donc ça, c'est pour l'échantillon. Donc vous voyez, plutôt un échantillon de personnes qui sont stabilisées dans leur emploi, qui ont pour la plupart voilà, une maison avec jardin, une pièce isolée pour télétravailler. Et dont 32%, je pense, non, attendez, oui, 32% n'a pas d'enfants, ça c'est important aussi. Alors, en termes d'indicateurs de bien-être, voilà, pour vous donner une petite idée, donc ici, on a un niveau de stress, donc on parle de stress négatif, mais un niveau de stress qui est dans la moyenne par rapport voilà, à une situation normale dans la population belge. Alors, ce qu'on constate sur ce schéma-ci, c'est qu'on a un peu plus que dans la population normale, en temps normal, un peu plus de travailleurs qui ont un niveau de stress élevé. Donc, on s'attend souvent à 16% de travailleurs qui manifestent un niveau ou qui perçoivent un niveau de stress élevé. Ici, on est à 20%, donc c'est un peu supérieur. Mais globalement, on a des résultats qui ne sont pas alarmants par rapport à une situation de travail normale. Au niveau de l'engagement, on a aussi, c'est étonnant et c'est plutôt positif, on a aussi un peu plus de travailleurs qui ressentent une stimulation élevée au travail, donc qui sont engagés par rapport à leurs tâches, etc.
Donc, le fait voilà, peut-être de la crise sanitaire, mais aussi de la distanciation, fait en sorte que les travailleurs sont peut-être un peu plus engagés au niveau de leur travail et stimulés par leur travail. C'est une donnée intéressante aussi. Et globalement, bon, c'est de l'auto-rapporté, mais par rapport à la performance à la tâche, dernier indicateur, on remarque globalement que les travailleurs s'estiment relativement performants à la tâche, d'accord. Donc là, vous avez le détail des items, mais globalement, on a un accord sur le fait qu'on est performant à la tâche. Donc ça, c'est les quelques résultats liés aux indicateurs. Alors, ce qui est intéressant pour notre session d'aujourd'hui, c'est l'analyse des situations problèmes. Donc, on a récolté et analysé 1635 situations problèmes citées par les télétravailleurs en situation contrainte. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que effectivement la catégorie, donc on a catégorisé ces situations problèmes. La catégorie la plus citée concerne l'ergonomie et l'environnement physique de travail. On va y revenir, mais on peut garder en tête quelque part que tout ce qui concerne l'environnement physique de travail prend de là beaucoup plus d'importance qu'en temps normal au niveau des situations problématiques, et on va voir un peu le détail de ces problématiques d'ergonomie et d'environnement physique de travail. Deuxième catégorie, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. C'est vrai que beaucoup de problèmes sont relatifs à l'organisation vie privée, vie professionnelle. C'est évidemment une situation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire, puisque beaucoup avaient leurs enfants à la maison. C'est quelque chose qui est plus facilement gérable dans une situation normale où on peut travailler, comme certains l'ont dit, à s'isoler, prendre du recul, etc. L'organisation du travail est la troisième dimension qui ressort. Et vous avez ensuite des questions problématiques liées au contenu du travail, aux relations au travail, qui arrivent seulement en cinquième position, j'y reviendrai, et des situations liées à la situation contextuelle de la crise sanitaire. Alors, j'ai tout de suite repris, pour vous donner une petite idée, le top 10 des situations les plus citées en termes de difficultés voilà, liées au télétravail contraint. Alors, vous verrez que j'ai mis en gris tout ce qui concerne la conciliation vie privée, vie professionnelle. C'est vraiment la difficulté à s'occuper, à s'organiser avec les enfants. Bon, là, moi, j'y reviendrai bien, moi, dans le débat, dans la mesure où c'est une situation exceptionnelle d'avoir à gérer les enfants à la maison, etc. Certains parlent aussi de la difficulté de l'horaire, qu'on n'a plus de coupure, qu'il n'y a peut-être pas de temps de déconnexion psychologique par rapport au travail. Ça, c'est intéressant d'un point de vue quand même déjà de la gestion des équipes, même s'il s'agit pour la plupart de problématiques de conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors, deuxième élément que je trouve très important, c'est tout ce qui concerne l'organisation du travail. Vous voyez que tout ce qui concerne la gestion d'équipe, l'inefficacité de la communication est une problématique qui ressort très, très fort dans les situations qui sont citées. Alors, j'avais repris juste quelques exemples pour un peu illustrer mes propos ici. Donc, c'est l'idée qu'on communique moins facilement dans l'équipe et que voilà, il y a beaucoup plus d'emails, etc. Que c'est plus difficile de gérer à distance ses collaborateurs avec une anxiété accrue liée à la crise, difficile de répartir le travail entre les collègues. C'est parfois difficile pour un manager de s'expliquer en visu, que c'est plus difficile de s'expliquer par mail qu'en visu. C'est difficile de planifier le travail d'équipe. On a moins de vision sur le travail de l'équipe. Voilà, on a plus de travail de gestion d'équipe à distance, donc la charge en termes de management a l'air de s'intensifier un petit peu, et difficulté aussi de garder la motivation des membres de son équipe à distance. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de problématiques liées à la gestion d'équipe. On parle aussi de difficultés au niveau de la communication dans l'équipe, etc. Donc ça, c'est intéressant pour nous, on va y revenir. Alors, autre élément, je vais beaucoup plus bas dans le tableau, lié à l'organisation du travail, c'est la disponibilité que nous rapportent certains de la ligne hiérarchique, l'attente de réponses, de directives, etc. Donc, j'ai aussi repris l'un ou l'autre exemple ici, c'est manque de réactivité du supérieur dans le suivi des projets, gros manque, je lis ce que certains nous ont dit là, gros manque, voire absence de communication avec mon chef, il est beaucoup moins disponible, consigne des autorités peu claires, manque de directives quant aux priorités objectifs actuels, voilà, pas de réunion depuis le début du confinement avec mon supérieur, absence de contact avec ma chef de service, etc. Donc, on voit déjà, c'est des situations qui sont citées ou rapportées par les télétravailleurs, mais on voit déjà des idées finalement de comment on pourrait concevoir quelque part la gestion d'équipe dans le cadre de pratiques de télétravail. Alors, dernier élément important, c'est le manque d'outils, de documents. Donc là, c'est plutôt
des problèmes liés au matériel informatique, donc le fait de ne pas avoir d'imprimante, le fait de ne pas avoir un ordinateur suffisamment voilà, élaboré, etc. C'est le fait de ne pas avoir accès à tous ces documents. Donc là, il y a une problématique plutôt liée voilà, à l'ergonomie ou en tout cas à l'environnement de travail. Et dans problèmes informatiques, là, c'est plutôt les problèmes de connexion, de vitesse de connexion, etc. Donc, on a, c'est la catégorie numéro 1, tout ce qui concerne l'ergonomie et l'environnement physique de travail. On revient un peu à nos b.a.-ba en ergonomie, c'est que si on veut envisager le télétravail peut-être à l'avenir, c'est qu'on va devoir revenir sur des fondamentaux en termes d'espace de travail, en termes d'outils, d'accès aux documents, etc. Donc, c'est une réflexion qu'on ne pourra pas voilà, négliger. Alors, après, je vous ai remis, mais je pense que Delphine pourra vous envoyer après un PDF qui reprend vraiment l'analyse des situations problèmes. Donc là, vous avez tout le détail. J'ai repris en vert ce que je viens de discuter avec vous. Hein. Donc ici, au niveau de la conciliation vie privée, vie professionnelle, c'était la difficulté à s'occuper des enfants. Ergonomie, environnement physique, je viens d'en parler. Ce qui est intéressant, donc contenu du travail, oui, toute une série de personnes nous disent aussi qu'il y a des tâches qui sont impossibles à distance. Donc, quand je vous entends parler de système hybride, je pense que c'est une information intéressante de se dire qu'effectivement, un télétravail à temps plein reste quelque chose qui semble difficile à imaginer sur le long terme. Hein. Donc, je ne vais pas reprendre des exemples, mais c'est le fait de réceptionner du matériel par les fournisseurs, c'est le fait de devoir vérifier certaines choses sur site, en termes de maintenance notamment, etc. L'organisation du travail, je viens d'en parler aussi. Alors, ce que je voudrais quand même souligner, et ça c'est intéressant, c'est que alors que dans des enquêtes qu'on fait dans les entreprises en temps normal, je vais dire, hein, hors Covid-19, on a souvent la catégorie relations au travail qui est prédominante dans les situations problèmes citées par les travailleurs. Donc souvent, on a beaucoup de conflits, de frictions entre les collègues, de tensions avec la ligne hiérarchique, de problèmes d'injustice, de préférences dans les équipes, etc. On remarque qu'ici, les relations au travail sont relativement peu citées, si ce n'est que nos collègues nous manquent. Donc, on a quand même l'isolement social avec les collègues qui est cité comme étant vraiment une situation problématique. D'où de nouveau une réflexion sur plutôt des systèmes un peu hybrides de télétravail où effectivement il y a probablement des moments où c'est important d'être en équipe, de pouvoir bénéficier du soutien de ses collègues. Cette idée d'isolement social revient aussi un peu dans ce qu'on a catégorisé comme étant lié au contexte de la situation Covid-19. Et vous voyez que là, à nouveau, la situation qui revient le plus, c'est l'isolement social en général. Donc, ce n'est pas seulement par rapport au travail, hein, ce n'est pas seulement par rapport aux collègues, mais c'est aussi cette idée qu'on se retrouve peut-être souvent bien seul, avec peu d'interactions dans le cas de la crise Covid-19. Donc voilà pour les situations problèmes. Alors je ne sais pas si j'ai peut-être plus beaucoup de temps, mais je voudrais juste, peut-être que je pourrais continuer mon exposé après. Mais mes points d'attention pour l'après, hein, l'après-Covid ou l'après, ou comment on peut considérer le télétravail dans le futur. Donc c'est quand même un point d'attention vraiment sur l'ergonomie, hein, ça ressort très fort dans l'enquête, vraiment ne pas négliger les aspects d'espace de travail pour faire du télétravail, l'équipement informatique, la connexion, les outils à disposition, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment une réflexion sur les ressources à donner, sur l'ergonomie, l'aménagement d'espace de travail, etc. Et puis, je pense que ce qui ressort aussi très, très fort dans l'enquête, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, c'est ce que j'appelle la régulation collective des équipes, c'est la gestion d'équipe, c'est le rôle majeur quelque part du manager de proximité, du N+1 quelque part. On sent bien qu'on a une certaine attente par rapport aux consignes, aux directives, aux objectifs. On a une certaine attente par rapport à la disponibilité de son supérieur, de son manager. On a des attentes par rapport à la communication. Je pense qu'il y a vraiment un point important, c'est vraiment d'éviter l'isolement social des collaborateurs. Je pense que certains ont eu des initiatives, pas mal de créativité dans la gestion de leur équipe. On pourrait peut-être recevoir des exemples tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a des managers qui créent chaque semaine ou chaque matin un moment d'échange avec les collaborateurs pour permettre à chacun de s'exprimer et d'être en contact avec l'ensemble de l'équipe. Il faut réfléchir aussi à la gestion des tâches qui sont impossibles à distance. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion par rapport aux horaires, au temps de connexion psychologique qui sont bien nécessaires aussi. Donc, je pense qu'il y a toute une série de thématiques
qui sont importantes et dont il faudrait, je pense, sensibiliser les managers par rapport à leur rôle de régulation collective dans l'équipe. Donc pour moi, un des messages principaux, c'est vraiment cette idée, comment on peut former, sensibiliser les managers à l'importance de leur rôle en fait dans leur équipe. Et je pense que là, il y a du boulot parce que les situations problématiques sont quand même voilà, bien ciblées autour de cette thématique-là. Voilà. Alors moi, la suite de mon exposé concernait justement cette sensibilisation des managers de proximité. Quelles sont les thématiques qu'on pouvait à leur quelles sont les thématiques auxquelles ils pouvaient réfléchir, etc. Mais je pense que mon temps de parole, Delphine peut me le dire, est déjà un peu limité là. Oui, mais non, vous pouvez prendre 5 minutes Pour encore. 5 minutes. Peut-être pour donner justement ces pistes qui seront Oui. Voilà. probablement appréciées aussi. Donc, voilà, donc bon, clairement, dans la littérature, là je reviens un petit peu sur l'avant-Covid, sur nos pistes de réflexion au niveau voilà, des pratiques. Donc, pour nous, le lien entre le management et le bien-être, il est vraiment très, très clair. Hein. Donc, tous les facteurs qui sont cités là, l'autonomie, le respect, la justice, le soutien social, sans eux, pardon, ce sont des facteurs qui concernent de près ou de loin le management de proximité dans le quotidien de l'activité. Alors, ce que je vous ai mis là sur le slide suivant, c'est, vous pouvez retrouver, je vous ai mis la référence du site et je peux vous envoyer la brochure par après. Mais avec le CITES, donc la clinique du travail à Liège, le docteur Pierre Firquet, on développe pas mal un dispositif pédagogique de formation pour les managers de proximité qui se dessine sous la forme de communauté de pratique en fait. Hein. Donc, on sort un peu de la formation ex cathedra et on fait des échanges d'expériences entre managers de proximité. Les thématiques qui ressortent le plus souvent, je pense que c'est très lié en fait à cette situation qu'on pourrait développer en termes de télétravail et de gestion d'équipe par rapport au télétravail. C'est savoir gérer sa position en tant que manager, hein, quelle est la posture que je dois avoir en tant que manager, c'est gérer son rapport à son équipe, etc. Souvent, les managers viennent aussi avec des thématiques liées à la prise de conscience de son propre rapport au travail. Et là, je pense notamment à ces emails, en ces temps de télétravail contraint, à ces emails qu'un manager envoie à son équipe à 20h, 21h, 22h. Ce serait intéressant en tant que manager de se poser la question de son propre rapport au travail et comment je peux peut-être décliner une certaine hygiène de travail dans mon équipe si je respecte un peu certains principes et que je suis bien conscient de mon propre rapport au travail. C'est savoir gérer aussi les questions humaines. Hein. On a des personnes qui vont en télétravail contraint ou dans des situations particulières douter du sens de leur travail, se sentir en décalage, pas se sentir à l'aise, etc. Je pense que c'est important de savoir gérer les questions humaines. Et dernière thématique importante qu'on travaille souvent dans les communautés de pratique, c'est les changements organisationnels. Là, je pense qu'on nous l'a un peu aussi imposé, hein, ce changement par cette situation de télétravail contraint. C'est important de savoir comment je peux accompagner les changements, comment je peux rassurer mon équipe, comment je peux être à l'écoute de mon équipe, etc. Alors, moi, simplement, j'ai repris juste deux slides avec quelques conseils comme ça. Donc, l'idée, ça reprend un peu ce que je viens de dire, mais c'est l'idée d'assurer une bonne régulation collective dans l'équipe, c'est accompagner le changement, c'est gérer et communiquer sur le travail présent et futur, c'est faire participer. Vous avez parlé de responsabilisation, d'autonomie. C'est comment développer l'autonomie dans l'équipe, comment quand même écouter son équipe à distance, comment consulter l'équipe quand on a d'autres modalités de travail qui peuvent être envisagées. Alors, on a aussi dans la littérature de plus en plus de référentiels de compétences du manager pour stimuler le bien-être dans son équipe. Et on retrouve effectivement l'idée d'être à l'écoute de ses collaborateurs, l'idée aussi de pouvoir repérer les premiers signes de burn-out, d'épuisement parmi ses collaborateurs. Hein, voilà, des personnes qui sont en hyperactivité, qui se surinvestissent pour pallier des objectifs irréalisables, qui changent de comportement et d'attitude au travail. C'est des signaux qui doivent faire penser au manager de proximité qui a peut-être un surinvestissement et un épuisement qui s'annonce dans l'équipe. Alors, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, quand je dis savoir gérer les questions humaines, c'est aussi gérer les individus au sein de l'équipe. Hein. Donc, être accessible pour une discussion personnelle aussi, hein, au-delà des réunions d'équipe. C'est une certaine empathie aussi, à chercher à comprendre chaque individu dans son équipe, sa santé, ses besoins. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi en tant que manager de s'intéresser à l'autre, surtout, je pense aussi à distance.
Et donc, comme je l'ai dit aussi, c'est réfléchir à sa posture de manager et à son propre rapport au travail. Donc, voilà, je l'ai dit, hein, c'est une certaine hygiène de travail avec des moments de déconnexion notamment, etc. Voilà. Ah, il reste un slide, pardon. Et le dernier conseil, c'est aussi, on sait qu'il y a des situations difficiles, on sait que parfois l'équipe va dévier par rapport à une norme. Ben, l'idée, c'est qu'il faut tenter d'intervenir en tant que manager en consolidant l'ensemble de l'équipe, donc sans détruire la relation et le potentiel de confiance de ses agents. Hein. Je pense que tout à l'heure, j'ai entendu le mot confiance plusieurs fois, donc je pense qu'effectivement, ben, c'est un mot-clé dans la gestion des équipes et d'autant plus à distance. Voilà, et dernière recommandation qui nous vient du référentiel de compétences, hein, du manager, c'est être respectueux et responsable, c'est-à-dire être intègre, avoir de la considération, être attentif dans la gestion des autres, la délégation, les délégations qui sont données, etc. Donc, on sent qu'il y a une espèce voilà, de message d'équité, d'intégrité de la part du manager par rapport à son équipe. Voilà, je suis au bout finalement hein, de mon petit laïus par rapport voilà, aux données et par rapport à quelques recommandations pour finalement la gestion d'équipe à distance. Je pense que ça s'applique aussi. Bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de suivre après l'exposé d'Isabelle. Isabelle qui nous accompagne depuis de nombreuses années sur les enquêtes de charte psychosociale chez Preyon. Je crois qu'elle nous a partagé vraiment une très belle, de très bons résultats, très intéressants. Si seulement en entreprise, on pouvait mettre en place toutes les recommandations qui sont dans cette enquête, je crois que nos entreprises fonctionneraient bien mieux ainsi que nos organismes. Alors, pour Preyon, j'aimerais partager avec vous trois temps dans ces 15 minutes. Tout d'abord, vous présenter l'entreprise, comment on a vécu cette crise de manière assez courte. Le deuxième temps, c'est prendre un peu de perspective, un peu de hauteur, de réfléchir un peu sur les impacts au niveau large pour notre entreprise. Et le troisième temps, c'est revenir sur Preyon et vers où on va chez Preyon avec le cadre du télétravail, mais aussi les autres questions qu'on se pose chez Preyon. Alors pour le premier temps, pour poser le cadre, hein, c'est toujours agréable de savoir de quelle entreprise on parle. J'ai repris pour vous une petite présentation sur Preyon, assez courte, où en fait, Preyon, vous le voyez à l'écran, c'est une entreprise dans le phosphate, comme disait très bien Delphine. Le phosphate, souvenons-nous, c'est un élément essentiel dans la vie. Hein, c'est une composition du corps humain, c'est le 6e élément du corps humain. Notre esprit phosphore, donc c'est véritablement tous ces liens-là. Donc on est sur un élément essentiel à la vie. Alors, Preyon travaille aussi bien dans le volet agriculture, tout ce qui est horticulture, mais Preyon, c'est 135 ans d'histoire, c'est important aussi, avec une connaissance en technologie que vous voyez sur la gauche. Preyon en fait a développé plusieurs modèles technologiques et depuis de nombreuses années, d'autres entreprises, même des concurrents, utilisent notre technologie. 50% des usines dans le monde fonctionnent sur le procédé qu'on appelle procédé Preyon pour purifier le phosphate. Et donc, vous avez pas mal d'applications au niveau alimentaire et donc élément essentiel pour nous parce que ce volet-là a fait que Preyon a continué à travailler pendant la crise parce qu'on est dans les biens de consommation, dans l'alimentation et on va aussi vers des technologies de pointe avec les batteries au phosphate de fer-licier. Donc, on est une entreprise qui est très orientée sur notre monde actuel avec l'économie circulaire, avec des réflexions sur le phosphate, comment peut-il être vraiment un apport intelligent à notre société et c'est toutes les réflexions qu'on a chez Preyon et c'est pour ça qu'en haut, vous voyez les phosphates de demain. Alors, pour poser le cadre de cet exposé, quelle est un peu la structuration de Preyon et sa complexité dans ce type de crise? Preyon, vous le voyez, c'est en équivalent temps plein, c'est 1115 équivalents temps plein. On a 4 sites de production où on est en production à 100% Preyon. On a aussi également un site au Maroc qu'on possède à 33%.
Et donc, vous voyez déjà la complexité de ces usines réparties dans le monde avec du personnel ouvrier et du personnel plutôt administratif. Il faut savoir que le corporate, la direction est sur le site d'Angy, qui est un site qui fait 2,5 km, tout près de Serein. Et là, en fait, le comité de direction et l'ensemble de la direction se trouvent sur ce site. Ensuite, vous voyez les points jaunes et les points bleus. Les points bleus, ce sont aussi des commerciaux, des équipes commerciales en Angleterre, en Espagne, en France. C'est des équipes de 6 à 10 personnes. Et puis, on va aller tout au bout, là, au Pérou, sur la gauche. Bah, vous avez Javier Mogolon. Il nous a rejoint il y a 2 ans. J'ai des échanges pour vous dire avec Javier si il reçoit bien les masques là au bout au Pérou, des masques qu'on a mis distribués à l'ensemble de notre personnel. Donc ça, c'est un peu la complexité du cadre de Prion. Alors, au niveau de cette crise, en fait, assez vite, on s'est posé la question chez Prion dès le mois de février, au carnaval. On a chez nous une cellule de crise. Je préside cette cellule de crise parce qu'évidemment, Prion, on est dans le grand Seveso, donc il y a des risques chimiques. Et on anticipe tous ces types de crises avec des essais dans le cadre du Seveso. Dans la crise du Covid, grâce entre autres à nos équipes à l'international, on a assez vite pris conscience de la gravité et donc dès la semaine du carnaval, on a mis en route notre cellule de crise et pour le retour des vacanciers qui revenaient d'Italie, de France, on avait mis des mesures en place en créant 2 groupes de travail. Un groupe sur l'humain, véritablement comment on fait attention à la santé de nos travailleurs, et un groupe sur l'opérationnel. En fait, on est parti d'un principe de se dire, on sera les derniers à rentrer dans la crise et les premiers à en sortir. Donc la réflexion a vraiment été de se dire comment on peut être le plus longtemps en production, le plus longtemps en protection de nos travailleurs pour gagner des parts de marché finalement et avoir cette réussite pendant ce temps de crise et puis en ressortir assez rapidement. Ça, c'était la vision économique de l'entreprise. Mais la vision principale, c'est le volet santé et ça va être dans tout le cours de l'exposé, vous allez comprendre comment on a agi sur ce volet-là. Donc, on a véritablement travaillé sur ces 2 axes-là avec un axe sur le volet de production, comment aider nos gens qui sont en production à continuer à produire, les ouvriers qui venaient sur site. Et puis l'autre axe, c'était le télétravail. Le télétravail, alors là, rapidement, on a sorti en fait une politique de télétravail. Dès mars 2020, vous voyez la politique télétravail Covid-19. Donc en fait, on a fait déjà une politique de télétravail 3 jours par mois maximum pour l'ensemble des cadres. Et là, on l'a mis en place. On l'a mis en place très rapidement avec les syndicats. Il a fallu 2 jours, pas plus, de discussion avec eux pour mettre une politique de télétravail en place, aussi bien pour les employés que les cadres et les ouvriers restant sur site de production. Et déjà là, vous sentez une fracture. Plusieurs ont parlé du sens dans l'entreprise. Je crois que c'est très intéressant, cette réflexion du sens en entreprise, parce qu'on a 2 populations qui commençaient un peu à travailler différemment au sein de l'organisation. Donc cette question du sens nous a perturbés et finalement, j'arrive dans le 2e temps de cet exposé de se dire, mais prenons un peu de perspective par rapport à cette crise sanitaire. Comment va-t-on transformer finalement notre entreprise Prion face à ce qui se passe actuellement? Et pour ce faire, on a pris une approche un peu plus large en se disant, mais cette crise du Covid-19, à quoi correspond-elle? Prenons 2 axes de travail, les axes de révolution et les axes d'évolution au sein de nos entreprises. Si vous prenez la diversité en entreprise, partons assez loin, même plus loin que dans le cadre du mouvement, par exemple, féministe. Le droit de vote des femmes en France, en 1944, est une révolution à l'époque. Et puis, dans les années 70, ça devient une évolution, hein, c'est normal. Et puis, maintenant, c'est une évidence. Personne n'oserait remettre en cause le droit de vote des femmes à notre époque. Ce serait une révolution. Alors,
Le volet numérique, le volet digitalisation en entreprise, c'est une révolution. On parle bien de la quatrième révolution. Ça, ce sont des révolutions en entreprise. Si on prend maintenant le cas du tabac, le cas de l'alcool en entreprise, ce ne sont pas des révolutions en soi, ce sont des évolutions au sein de nos entreprises. Donc c'est un autre axe d'analyse. Maintenant, arrivons sur un événement plus récent. Tout ce qui s'est passé au niveau du mouvement MeToo et de la diversité et du droit des femmes. Euh, Est-ce qu'on est dans la révolution ou dans l'évolution? Est-ce que c'est une suite dans le cadre du mouvement féministe? Est-ce que c'est une suite dans le droit de vote des femmes? Est-ce que où situe-t-on? Et ici, je suis avec de nombreux scientifiques dans la pièce. Vous voyez que ce type d'approche peut être assez complexe, mais a des impacts très concrets au niveau de l'entreprise. Et donc, il faut la poser, par exemple, au niveau du Covid-19. Le Covid-19, est-on plutôt dans un acte de révolution, où on révolutionne notre entreprise, ou simplement est-ce une évolution de notre entreprise? Et donc, ça permet en tout cas de recadrer le débat. Prions pour nous, le changement climatique, on a considéré que ça, ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. On n'a pas le choix. Les engagements européens sont pris. On doit nous-mêmes s'engager dans l'économie circulaire. On doit partir par là. On doit aller sur cet aspect de changement climatique. On n'a pas le choix. Donc, le Covid-19 est très intéressant sur où le place-t-on pour une entreprise sur son impact finalement en termes d'entreprise. Et donc, la réflexion est partie, et pour arriver au troisième temps de l'exposé, est partie en fait sur, mais le Covid-19 est une crise sanitaire. C'est une crise sanitaire, alors que les crises précédentes, 2007, les problèmes précédents étaient souvent des crises financières suivies d'une crise économique qui impactait l'entreprise. Ici, nous sommes face à une crise sanitaire qui a un impact économique, vous le voyez tous, hein, Swissport, vous l'avez vu, British Petroleum qui va licencier plus de 10 000 travailleurs, et principalement en Angleterre, c'est 14% de leurs effectifs. On progresse de cette manière-là vers la crise économique et peut-être la crise financière. Donc, on n'a pas de lecture en soi tout à fait propre sur cette crise sanitaire. Elle est assez complexe pour les entreprises, mais elle est très intéressante sur les départements qui ont été impactés dans les entreprises. Les départements qui ont travaillé principalement sur cette crise, parce qu'elle était sanitaire, ça a été le département médical. On a vu, mais le département médical, comme on ne l'a jamais vu dans les entreprises, à prendre les premiers à prendre la parole en entreprise. Le département RH, évidemment, parce qu'on était sur l'humain, et le département IT. Ce sont les trois départements, véritablement, qui ont tenu le fil conducteur pendant cette crise. J'ai été très surpris, on a un groupe de travail de plus d'une vingtaine de personnes, le département financier n'y est pas. Il n'est pas dans la gestion de la crise. Et il nous fait confiance, il dit, allez-y. Avec Marc Santer, qui est ici dans la réunion, à un moment donné, avec Marc, on s'est dit, on a une opportunité, on va basculer tous nos travailleurs en télétravail très rapidement. Il n'y a pas eu une question financière derrière, c'était comment on fait logistiquement pour avoir des ordinateurs pour tout le monde et basculer dans le numérique. C'est passionnant de voir que on a basculé d'une autre manière que d'habitude. Alors chez Préon, comment on a voulu maintenant poser le cadre, et c'est là où j'arrive sur le troisième temps, sur atterrir finalement pour Préon dans ce qu'on fait. Alors, je repartage l'écran. Tout d'abord, on a en fait la réflexion de se dire c'est une crise sanitaire. Et il y a une perspective que Préon aura toujours, tant qu'on aura des travailleurs, tant que cette entreprise fonctionnera, que ce soit dans un siècle ou dans 2 siècles, peu importe, tant qu'on aura des travailleurs, on devra toujours aboutir à une meilleure sécurité, une meilleure santé, un meilleur bien-être de nos travailleurs. On est bien sur un volet de santé, donc sur un volet de sécurité. Et là, on a fait une approche très simple, comme on l'a apprise
Je vois que l'écran, on me dit que l'écran n'est pas partagé. Voilà. Normalement, il est partagé maintenant. Delphine, je te vois à l'écran, est-ce bien juste? Parfait. Donc, la ligne du temps, vous l'avez ici, où en fait, c'est prions sur le temps. De toute manière, on devra toujours aboutir à une meilleure sécurité, une meilleure santé de nos travailleurs. C'est une obligation pour nous en tant qu'employeurs. Et on a travaillé cela en 3 temps. Comme on l'apprend presque à l'école primaire, mais on s'est dit, OK, on va diviser ça en court terme, moyen terme et long terme. Court terme, que veut-on faire avant le 30 juin, toujours avec cet objectif d'aboutir à une meilleure sécurité, une meilleure santé? Moyen terme, c'est en décembre 2020, et long terme, comment on inscrit dans la durée des transformations que nous sommes en train de vivre chez Prion. À court terme, on s'est dit on a différents volets qu'on veut travailler, et je vais y revenir. À moyen terme, on a des enquêtes qu'on veut mettre en place, mais on veut analyser ces enquêtes, on veut mettre en place des trucs et astuces, les revoir à moyen terme, et faire des enquêtes dans un deuxième temps. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, vous allez le voir, on veut enquêter auprès de nos travailleurs avant le 30 juin, mais ce sont des enquêtes à chaud. On a envie de refaire sur septembre, octobre, décembre, des analyses nouvelles auprès de nos travailleurs sur comment ils vivent les choses, pour ne pas être dans des décisions qui sont trop rapides au sein de l'entreprise sur la transformation du télétravail, sur la manière de fonctionner. ETIAS, Philippe Lallemand l'a dit très rapidement, ETIAS a basculé, boum, 50% en télétravail. On n'a pas encore pris cette perspective-là. On sait qu'on doit mettre une cale, même notre nouveau CEO, Geoffrey Claus, le dit, Philippe, il faut vite mettre une cale parce que sinon on va revenir en arrière. Donc oui, on veut mettre la cale, mais on ne sait pas comment encore tout à fait la mettre au sein de l'entreprise. Et puis sur le long terme, on n'est pas encore clair là-dessus, on n'a encore rien écrit. Alors, pour se faire accompagner, on a notre service psychosocial qui nous supporte, on a Mensura, on a BAO qui est un service de formation. Alors, François Pichot, qu'Isabelle connaît bien et que nombreux d'entre vous connaissent, c'est le plaisir d'être accompagné par le Lantic, qui avait déjà une réflexion sur les New Way of Working dans notre entreprise. On est en travail depuis 2 ans là-dessus. Et donc, François nous accompagne sur cette réflexion-là avec son équipe du Lantic. Et puis, on a conservé toujours le Lantic parce qu'on veut, sur la durée, les avoir en accompagnement sur notre réflexion. Sur le court terme, que veut-on faire ici et que mettons en place avant le 30 juin? En fait, 5 axes où on a mis en place en fait une communication, vous le voyez, descendante du CEO vers le personnel avec une vidéo qui parle au personnel. Retravailler l'esprit One Prion, c'est la question du sens. Guillaume, Marc en parlait tout à l'heure dans l'introduction, c'est comment garder du sens. Là, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la question du sens en entreprise. Les trucs et astuces, comment mettre en place des trucs et astuces pour les personnes en travail à domicile, mais également pour les personnes qui sont sur site. Donc ça, c'est important. Et puis des enquêtes, où là, on a beaucoup de top-down, on voulait du bottom-up, aller chercher ce que pense le terrain, et en plus, aller sur le terrain, c'est des tours sur le terrain, on va avec les managers de proximité, questionner les gens sur leurs problèmes d'angoisse, comment ils ressentent les choses. Alors, on a lancé cette campagne-ci ici tout début juin, où Geoffrey Claus a fait un message, c'est lui le nouveau CEO de Prion, il a fait un message court d'une minute ou deux sur. C'est son premier message en tant que CEO dans l'entreprise, c'est assez particulier. Il vient d'être nommé il y a 2 mois maximum. Son premier message est un message de bien-être et de santé aux travailleurs, avant un message sur la stratégie. Donc c'est assez passionnant aussi dans la lecture de comment ça se passe. Et par la suite, nous avons mis en place également des webinaires. Vous voyez ici le 3 juin, c'était la semaine passée, avec notre manager communication, Renaud Deschamps, et l'équipe de BO qui nous a accompagnés. Ça a été un sacré succès, donc les gens ont vraiment apprécié. C'était en français, néerlandais, anglais. Donc, on a véritablement pris du temps par rapport aux équipes pour comment ils vivent le télétravail finalement et comment on peut les accompagner. Ensuite, on arrive ici sur le dernier slide.
Le volet d'enquête, ben, c'est un mail qui est parti mardi, hier, hein, de la part de Dominique Maréchal, qui est talent manager. Vous voyez, c'est envoyé aussi aux ouvriers. Les ouvriers ont aussi leur adresse mail. Et on a lancé 3 enquêtes. Une enquête pour les personnes qui ont télétravaillé, une enquête, vous avez télétravaillé et vous gérez des équipes, et vous avez continué à venir travailler sur site, ben, comment vous avez géré ça au sein de vos équipes. Et donc, on a lancé chaque enquête qui font 24 questions, pas plus, hein, des enquêtes assez courtes où on veut sentir en fait le ressenti de nos travailleurs. Et on a eu, c'est assez étonnant, mais énormément d'échos positifs de la part des travailleurs et des délégations syndicales. Il faut savoir que pour contrebalancer parfois l'image qu'on peut avoir des syndicats, que si Prion a tourné pendant la crise, c'est grâce aux syndicats. C'est grâce au manager RH du site d'Angy, Daniel Noël. C'est lui qui tient la baraque sur le site d'Angy. Tous les matins, il voyait les délégués syndicaux. Et ce sont les délégués syndicaux qui ont fait beaucoup œuvre aussi de discussion avec le personnel pour expliquer, pour rassurer, pour expliquer comment vit Prion. Et donc, ça a été aussi tout un travail, je crois, très important aussi de concertation sociale. Et là, je voulais aussi partager ça avec vous. Alors, pour en finir, parce que je n'ai pas évidemment réponse à toutes les questions et on s'en pose également, et donc je voudrais partager avec vous quelques questions et quelques raisonnements qu'on se pose au sein de Prion. Évidemment, il y a des questions sur, tout d'abord, comment repenser la théorie du télétravail. Le télétravail, on a lu, et nous, praticiens sur le terrain, on nous disait, mais attention, plus de 2 jours par semaine, c'est risqué, il y a une perte de sens, il y a une perte de lien social. Je suppose que ces théories du télétravail ne vont pas à la poubelle parce qu'on a eu la crise sanitaire. Ces réflexions sur le lien social, et j'aimais bien la remarque de Jean Bernard tout à l'heure, de dire que c'est un mode dégradé. Oui, probablement, c'est un mode dégradé, ça a des avantages. Vous n'imaginez pas une réunion comme celle-ci où en fait on ne voit pas le visage de tout le monde. Ça pose la question sur le lien social, évidemment. Alors, et je le fais aussi en réunion, mais on est nombreux ici à avoir coupé la caméra. Normalement, bah, vous n'imaginez pas, en réunion, on se met une feuille devant le visage et voilà, bah, je suis en réunion, mais je mets une feuille devant le visage. Tout le côté non verbal n'est pas présent. On ne peut pas vivre en empathie, c'est impossible. L'empathie, c'est quelque chose, je peux vous dire que je suis en empathie, mais l'empathie, ça vient du cœur. C'est quand vous allez à un enterrement d'un proche ou d'une connaissance, vous êtes en empathie avec la famille, mais parfois vous n'échangez même pas un mot. 80% de la communication est non verbale. Et donc ici, on n'arrive plus à la faire passer. C'est qu'une communication intellectuelle, on se regarde. C'est assez perturbant. Donc, j'arrive sur la deuxième question, et là, je crois que c'est Angélica qui gère le développement des compétences à la ville de Liège. Il y a cette question et Isabelle en touchait un mot, des compétences virtuelles. Il y a une réflexion sur quel type de compétences doit-on donner à nos managers. On a Julia Presnova chez nous qui gère des équipes avec les gens. Je parlais de Javier qui est au Pérou et 5-6 personnes qui sont à travers le monde. Comment gérer ces personnes à distance? Elles ne les voient que 4-5 fois par an physiquement. On avait une proposition, et c'est vraiment dommage, il y a 1 an et demi d'une thèse de doctorat sur les compétences virtuelles en entreprise. On a coincé au niveau financier pour la mettre en place, mais quel malheur, parce que l'idée c'était d'analyser quelles sont les compétences virtuelles que Julia doit développer pour bien manager ses équipes à distance. La gestion à distance est extrêmement difficile, et on le constate pour tous les managers qui sont psychorigides, qui ne sont pas. On a parlé de confiance, beaucoup en ont parlé. J'ai noté Elodie, Aurélie, Audrey, vous citiez ce mot de confiance, mais un manager psychorigide qui ne fait pas confiance à ses équipes, c'est une catastrophe le télétravail pour lui. Il est en souffrance totale et on le vit. Donc, c'est comment on peut accompagner ces managers vers la confiance en étant en télétravail.
Et là, c'est d'autres compétences. Et quand on dit compétences, on dit formation derrière. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme formation, que ce soit des livres, que ce soit des webinaires, que ce soit des formations, peu importe la manière d'apprentissage, mais comment on va accompagner ces gens-là sur une transformation? Quand on voit que même le CEO nous dit, département RH, dépêchez-vous de mettre une cale, parce que moi, je sens l'évolution, dit le CEO, on y est et j'ai pas envie qu'on revienne en arrière. Et il a raison. Il a raison, mais comment on le fait en intelligence avec des personnalités qui sont parfois très, très différentes en entreprise. Et j'arrive sur le deuxième point, Guillaume le citait, Marc aussi, sur cette question du sens. J'ai commencé l'exposé par qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Prions, qu'est-ce qu'on fait? Je discutais hier avec un avocat d'un bureau d'avocats de Liège. Et il me dit, mais Philippe, on a une difficulté, nous, quand même, à distance, c'est sur la question du sens de notre cabinet d'avocats. À quoi on sert? Et donc, on aime bien parler chez Prion de la famille Prion. Une famille doit se réunir, même si on travaille à distance, même si on habite à des endroits différents. Il y a cette notion de famille. Et donc, la difficulté, c'est la question du sens et la perte de sens. Alors, on peut se poser la question quand vous voyez Facebook et d'autres grands acteurs du monde qui vous disent mais on va passer en télétravail à 100% et on va faire du recrutement à distance à 100%. Et donc, on arrête presque ces visions de grands campus à l'américaine et on veut basculer. Alors, est-ce une question d'opportunité parce que c'est trop coûteux pour eux, ces grands complexes campus à l'américaine, ou véritablement c'est une philosophie de travail? Je crois que pour reprendre de la hauteur sur cette réflexion-là, c'est la question du sens. Comment on transmet encore le sens de notre entreprise, le pourquoi je viens chez Prion et pourquoi je ne vais pas au CRM, pourquoi je ne vais pas chez John Cochrane, pourquoi je ne vais pas ailleurs. Et là, on a beaucoup de choses à travailler sur la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Voilà, je vous laisse sur quelques questions et au plaisir de partager avec vous.